Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de matinée pour vous présenter les actualités socio-juridiques dédiées au secteur à profit social. Je me présente, je m'appelle Hortense Mignard et je travaille donc pour le département juridique d'Acerta. Euh, Ce que je vous propose ce matin, c'est donc de faire un tour d'horizon de toutes les actualités qui sont tombées un peu ces dernières semaines, mois, particulièrement dans le cadre de l'accord de gouvernement et qui vous concernent dans vos secteurs. Je me permets simplement de vous préciser que si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, vous pouvez bien entendu les poser. Je vous inviterai simplement à les poser dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat du système ici GoToWebinar qu'on utilise. Et sachez que je répondrai aux questions avec plaisir, mais je le ferai par écrit dans un second temps. Et donc, je vous enverrai par mail les réponses aux questions posées, puisque le délai imparti pour la présentation de ce matin étant, entre guillemets, relativement court, vu le nombre d'actualités que j'ai à présenter, je préfère prendre les questions à la fin et prendre le temps d'y répondre en vous répondant par mail. Voilà, après ces quelques petites explications, je vous propose donc de nous lancer dans la présentation. Alors, la présentation va être subdivisée en plusieurs catégories. Une première catégorie qui concerne les montants, une qui concerne les nouveautés, une portant sur les deadlines et updates, une quatrième catégorie qui porte sur les sujets en négociation et enfin, une dernière catégorie qui concerne tout ce qui est des conseils et informations intéressants. Alors, je m'excuse par avance que j'ai beaucoup tourné la tête à droite, mais travaillant avec 2 écrans, vous allez probablement me voir beaucoup regarder sur la droite. Je commence donc avec l'onglet montants. Nous allons passer en revue le sujet de l'indice pivot, les montants indexés 2026 et les nouveaux tarifs pour les transports en commun. Dans les sujets nouveautés, je reviendrai sur la loi portant des dispositions diverses qui est entrée en vigueur en décembre 2025 et qui vient finaliser et concrétiser des mesures qu'a pris le gouvernement, notamment dans le cadre de l'accord d'été. Je parlerai également du renforcement dans la politique retour au travail et réintégration des travailleurs en incapacité de travail. C'est un sujet assez brûlant qui intéresse généralement fortement les employeurs, puisque vous le savez, le gouvernement a vraiment mis l'accent sur ce sujet. Et donc, je vous détaillerai les mesures qui sont déjà entrées en vigueur à ce sujet. Au niveau des deadlines et updates, je reviendrai sur la question des chèques repas, sur la question des heures supplémentaires volontaires, sur la suppression du FLA, sur l'entrée en vigueur du système d'indexation en centimes, sur la question de la prolongation de la prime de l'innovation et l'évolution des mesures pour l'emploi. En ce qui concerne les sujets en négociation, je reviendrai sur le budget mobilité à partir de 2026, la question de l'accord budgétaire dans sa globalité, l'occasion pour moi de vous rappeler que nous avons fait un webinaire gratuit disponible en ligne que vous pouvez consulter, revenir également sur les adaptations des réductions groupe cible premiers engagements. Et enfin, dans les conseils et informations intéressantes, je reviendrai sur le plan de formation, sur le rapport annuel de services de prévention et sur le plan pour les emplois 45 ans et plus. Je démarre donc avec le sujet relatif au montant. Alors, vous l'avez entendu, ça ne vous aura pas échappé, mais l'indice pivot a été dépassé au mois de décembre 2025. L'objectif de l'indice pivot, évidemment, c'est bien de protéger le pouvoir d'achat des travailleurs et de prévoir que dès lors que l'indice est dépassé d'un certain pourcentage, eh bien, les salaires et allocations doivent être indexés. En Belgique, on travaille avec des systèmes d'indexation qui peuvent être différents d'un secteur à l'autre, soit parce que le moment est différent, on travaille soit avec un moment fixe, soit avec un moment variable, soit parce qu'on travaille avec une formule d'indexation qui engendre des pourcentages d'indexation qui sont fixes ou au contraire variables. C'est notamment le cas pour le pourcentage fixe pour le secteur à profit social qui augmente donc de 2% lorsque l'indice pivot est dépassé. Et cette augmentation, cette indexation, elle a donc lieu dans le 3e mois suivant le dépassement de l'indice pivot, puisque vous le savez, suite à la loi programme de juillet 2025, qui est la première loi qui a matérialisé une série de mesures qui concernent l'accord de gouvernement, il a été prévu qu'à présent, l'augmentation et les indexations liées à l'indice pivot, au dépassement de l'indice pivot, auraient donc lieu le 3e mois. Ça étant, il est un fait quand même que pour un bon nombre de secteurs, on a vu que finalement, certains secteurs avaient souhaité conserver le fait que l'indexation interviendrait non pas le
le troisième mois comme c'est nouvellement prévu, mais bien le deuxième mois, raison pour laquelle je vous ai redétaillé ici quand ont eu lieu les différentes indexations suite au dépassement de l'indice pivot. Et donc, on retrouve ici les dépassements et les indexations qui ont lieu au mois de janvier, dont notamment aussi le RMMG qui s'établit désormais à 2154,11 euros. Également ceux qui ont eu lieu en mois de février et enfin les indexations qui ont lieu au mois de mars. Voilà pour les nouveaux montants qui concernent donc les indexations. Autre montant indexé pour 2026, ben oui, qui dit nouvelle année, dit qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'indexations qui sont intervenues. On a donc sélectionné ici les montants les plus pertinents. Les premiers concernent les montants salariaux repris dans la loi relative aux contrats de travail. Et donc, ben, il est vrai que la loi sur les contrats de travail prévoit la possibilité d'intégrer des clauses dans les contrats de travail, clauses qui, pour certaines, sont liées à la fixation d'un certain plafond salarial. C'est notamment le cas de la clause d'écolage, de la clause de non-concurrence et de la clause d'arbitrage. Et donc, ben, pour ces trois types de clauses, le plafond salarial de référence a été indexé et revu. Et vous voyez qu'il est désormais porté à 44 447 euros annuels. Et en ce qui concerne les clauses de non-concurrence pour les plafonds maximum, on est à 88 895. Je rappelle simplement que la clause d'écolage est bien celle qui permet de se faire restituer une partie du coût d'une formation d'un travailleur qui s'en irait avant un terme convenu, et ça doit respecter toute une série de conditions. La clause de non-concurrence est bien celle qui vise donc à éviter que le travailleur réalise de la concurrence à la suite de la fin du contrat de travail et qui n'est possible que pour les travailleurs atteignant donc un certain niveau de salaire. Et la clause d'arbitrage étant celle qui privilégie de recourir à l'arbitrage pour certains litiges avec des employés atteignant donc un certain niveau de salaire. Autre montant indexé, il concerne le budget pour les mesures de promotion à l'employabilité. Donc, depuis janvier 2023, pour un travailleur licencié avec un délai de préavis au moins équivalent à 30 semaines, il est prévu que les cotisations patronales portant sur un tiers de l'équivalent de l'indemnité de rupture ou du préavis à prester soient allouées dans un budget dit de promotion de l'employabilité. Donc, quand vous avez un préavis de au moins 30 semaines, eh bien, le tiers de ce préavis ou du montant de l'indemnité de rupture, au niveau du montant des cotisations patronales calculées, sera reversé dans un fonds qui permet de financer des mesures d'employabilité. Une fois que ces cotisations sont payées au fonds, que se passe-t-il? Ben, le travailleur concerné peut se rediriger vers les services régionaux compétents pour obtenir le paiement d'un chèque qui représente donc à présent pour 2026 1 840 euros. Et c'est donc 1 840 euros que pourra utiliser le travailleur pour participer à des formations complémentaires en plus de l'accompagnement éventuellement d'autres placements auxquels il a droit et qui lui permettent donc de se réintégrer et de retrouver un emploi. C'est notamment par exemple du coaching. Autre montant indexé, il concerne le supplément en cas de chômage temporaire. Ça concerne tant les ouvriers que les employés. Et donc, ce montant de complément, il est depuis février 2025 et toujours actuellement de 5,20 euros par jour. Mais il n'est allouable que pour autant que les travailleurs aient un salaire de moins que 4 284 euros. Et c'est donc ce montant et ce plafond de salaire qui a été indexé, avec pour rappel que quand le salaire excède ce plafond, le supplément n'est alors payé que pour autant qu'il y ait plus de 26 jours de chômage temporaire. C'est applicable à toutes les formes de chômage temporaire, sauf celui de la force majeure. Autre montant indexé, il s'agit de l'indemnité télétravail qui, à partir du 1er mars 2026, s'élève dorénavant à 160,99 euros. Je rappelle que cette indemnité, elle est attribuable aux télétravailleurs dits structurels, c'est-à-dire ceux qui réalisent des prestations de travail à domicile ou dans un lieu qu'ils définissent de commun accord avec l'employeur, mais qui est en dehors des locaux de l'entreprise, de manière régulière. C'est bien ça qui qualifie le télétravail structurel, c'est le fait que de manière régulière, le travailleur fasse des prestations en dehors des bureaux.
Et il faut donc, alors à ce moment-là, pouvoir indemniser les frais que engendre ce télétravail réalisé en dehors du travail, du lieu de travail, et ça couvre tous les petits frais et menus dépenses qui sont ici repris de manière non exhaustive dans mon slide. Et donc dorénavant, pour couvrir de manière forfaitaire et donc pour ne pas devoir comptabiliser avec des justificatifs sur base de frais réels, l'employeur peut donc bien utiliser un montant forfaitisé de 160,99 € par mois à partir du 1er mars 2026. Indexation également des montants pour tout ce qui concerne les recharges à domicile des véhicules de société. Vous savez que le fisc a reconnu, et maintenant de manière indéfinie dans le temps, et l'ONSS, lui, émet des réserves et en tout cas marque accord jusque fin d'année 2026, d'utiliser des montants forfaitaires pour rétribuer les travailleurs en ce qui concerne les frais de recharge à domicile pour leurs véhicules de société au niveau des frais d'électricité. Ces frais d'électricité, ils sont donc établis sur base d'une grille établie donc par la CREG, et on voit que ce sont donc des frais qui sont établis en fonction des régions. Et donc, en fonction de la région du domicile du travailleur, eh bien, le défraiement sera établi. Donc, on voit par exemple pour la région wallonne, pour le premier trimestre 2026, on est à 35,23 centimes du kilowattheure, en sachant que l'employeur peut décider d'appliquer le montant le plus faible des trois régions s'il le souhaite et ne pas nécessairement appliquer celui du domicile du travailleur. Et à cet égard, nous venons de publier ce matin, donc je m'en excuse, je ne les ai pas ajoutés, mais déjà les nouveaux montants pour le deuxième trimestre à partir d'avril, que vous pouvez donc retrouver également sur notre site internet et qui seront donc applicables à partir du 1er avril. Indexation également des montants qui concernent les trajets domicile-lieu de travail au niveau des frais de vélo. Donc les indemnités de vélo passent à 37 cents du kilomètre avec une exonération maximale jusqu'à 3 700 € par an pour l'année 2026, avec encore quand même un point d'attention que si l'employeur décide d'utiliser le défraiement des frais vélo sur base de la CCT 164, sachez qu'alors le montant a lui été indexé à 30 cents du kilomètre contre 29 cents en 2025. Et nous y reviendrons, mais vous verrez que indépendamment de la question de l'indexation de l'intervention dans les frais de vélo, il a été décidé dans le cadre de l'accord de gouvernement et matérialisé dans la loi sur les dispositions diverses que par contre, ce qui n'est pas indexé, c'est le plafond d'intervention pour l'exonération fiscale. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. En ce qui concerne les déplacements professionnels, c'est-à-dire les déplacements durant la journée de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre ou d'un lieu de formation à un autre ou d'un lieu de formation à un lieu de travail, une intervention de l'employeur est possible. Elle est possible selon deux réglementations distinctes, deux arrêtés royaux. L'un qui établit une indemnité sur base annuelle et cette révision a lieu en juillet. Je vous l'ai reprise ici, donc elle est applicable depuis juillet 2025 et jusqu'au 30 juin et elle s'établit à présent à 0,44,49 cents, et une autre qui est basée sur une révision trimestrielle, raison pour laquelle je vous communique donc les montants du premier trimestre 2026 qui sont de 0,43,26 cents du kilomètre, avec ici aussi une précision en vous indiquant qu'on ne peut pas passer d'un système à l'autre comme on le veut en tant qu'employeur, on doit toujours aller respecter l'indemnité convenue jusqu'à expiration de la période concernée. Donc, si vous travaillez avec la base annuelle, vous ne pourrez pas changer de système d'indemnisation avant donc, la fin du mois de juin, si vous considérez que, oui, en effet, pour le moment, le montant trimestriel est moindre que celui qui est prévu au niveau annuel. Toujours en matière de montant indexé, cela concerne la valeur et la formule pour le calcul de l'avantage toute nature des véhicules de société. Et donc, on voit que les émissions de référence, le coefficient CO2 a été revu. Il a été diminué de sorte que il y a une augmentation de l'avantage imposable qui en résulte et avec une baisse du salaire net pour le travailleur puisque les valeurs CO2 sont diminuées pour diesel à 58 grammes du kilomètre et pour les essences LPG et gaz à 70 grammes du kilomètre. Et également, l'ATN minimum ne peut être de
1 690 €. Il ne peut pas être moins que 1 690 € pour 2026. Donc en fonction du calcul de l'avantage toute nature basé sur la formule reprise dans mon slide précédent, eh bien, on voit donc quelle est la base qu'il faut utiliser et quels sont les minimums et maximums pour 2026. Ça fait un peu chinois à expliquer comme ça, c'est donc toujours plus clair avec un exemple. Mais donc, prenons l'idée d'un véhicule Audi A4 diesel avec une certaine valeur catalogue, première année d'immatriculation et une émission CED repris dans la carte grise de 103 grammes du kilomètre. Eh bien, vous voyez que la tienne à partir de janvier 2026, avec la formule reprise 2 slides auparavant, me donne un résultat de calcul qui va être donc plus élevé que ce que j'avais en 2025, et ce, en raison du fait que la base de calcul des émissions CO2 a été revue à la baisse. En ce qui concerne le travail autorisé après la pension, les montants ont également été revus, puisque dans certaines situations, les travailleurs pensionnés ou prépensionnés sont limités quant aux revenus qu'ils peuvent cumuler avec leur pension de retraite ou de survie. Et donc ici, je ne vais pas vous faire le détail de tous les montants, mais vous en avez un aperçu. Au niveau du budget mobilité, on a également une révision du montant, le montant minimum étant désormais de 3 233 € et le montant maximum de 17 244 € qui peut être alloué dans ce cadre, avec un garde-fou qui est toujours bien que ça ne peut être plus que 20 du salaire brut total. En ce qui concerne les indemnités pour travail de nuit, donc lorsqu'il y a des prestations qui sont réalisées la nuit, c'est-à-dire entre 20 h et 5 h du matin, une CCT nationale, qui est la CCT 49, prévoit le paiement d'indemnités complémentaires pour les prestations réalisées la nuit. Eh bien, ces indemnités ont été revues et vous voyez qu'elles s'établissent désormais à 1,51 € pour les travailleurs de moins de 50 ans et à 1,82 € minimum pour les 50 ans et plus. Toujours en matière de travail de nuit, lorsqu'un travailleur de nuit a réalisé des prestations pendant plus de 20 ans, il peut demander à partir de 50 ou 55 ans à se faire adapter son poste de travail pour éviter de devoir continuer de travailler dans de telles circonstances. Lorsque cette demande ne peut donner suite de la part de l'employeur, eh bien, le travailleur qui se fait donc licencier dans ce cadre peut obtenir, en sus des allocations de chômage, une indemnité complémentaire durant 5 ans de la part de l'employeur. Et cette indemnité a été revue puisqu'elle s'établit désormais à 191,80 € par mois. Ce qui a été également revu et indexé, ce sont les montants limites pour les saisies et cessions. Vous savez qu'en Belgique, l'entièreté du salaire n'est pas saisissable, et ce, au regard de la loi sur la protection du salaire. Et on fonctionne donc avec un système de saisie par tranche. Donc, à chaque tranche accomplie, on peut appliquer un certain pourcentage de saisie, et on a donc revu les montants des plafonds et des tranches, avec ici donc le montant minimum en dessous duquel on ne peut rien saisir, et puis l'adaptation des montants pour chacune des tranches de saisissabilité, avec donc une indexation à chaque fois des montants minimum et maximum, ainsi qu'une indexation du montant du coût d'enfant à charge que l'on peut déduire du montant de la saisie. Donc quand on pratique une saisie en respectant les tranches qui sont reprises ici, lorsqu'on obtient le total saisissable, eh bien, par enfant à charge, on doit déduire un certain montant de cette saisie calculée, et ce montant pour 2026, il est de 88 € par enfant à charge. Je rappelle également qu'il n'y a pas de limite de saisie lorsque la saisie concerne une demande de pension alimentaire. Il y a également une révision des tranches au niveau de l'impôt des personnes physiques et du précompte professionnel. Donc en Belgique, tout comme pour les systèmes de saisie, le système de l'impôt personnes physiques et du précompte fonctionne lui aussi par imposition par tranche. Et donc, ce qui n'a pas changé, c'est les pourcentages d'imposition. Malheureusement, hein, ils n'ont pas été revus à la baisse, et fort heureusement, ils n'ont pas été revus à la hausse. Par contre, ce qui a été revu et indexé, ce sont donc les montants des plafonds par tranche au niveau des minimums et maximums. Ce qui a été également revu dans le cadre de l'impôt et du calcul du précompte, c'est les réductions
calculables pour les personnes à charge, dont celles des enfants et des autres charges de famille. Et donc, on vous reprend ici aussi les montants que l'on peut déduire par enfant à charge ou par membre de famille en fonction de certaines situations visées. Et enfin, dernier montant revu, un peu rébarbatif, désolé, sujet concernant les montants, mais qui dit nouvelle année dit beaucoup d'indexation. Il concerne les volontaires. Vous savez qu'en Belgique, les volontaires peuvent travailler, mais ne peuvent être rémunérés. La seule chose qu'ils peuvent percevoir, ce sont des indemnités, indemnités qui sont bien cadenassées au niveau des conditions et des montants. Et donc, on voit que pour l'année 2026, le nouveau montant est de 7 720 € qui ne peut être dépassé comme indemnité allouée aux volontaires qui réalisent du volontariat auprès d'organisations. Et donc, on les a repris ici aussi avec la question des volontaires dans les services publics d'incendie, de protection civile et d'ambulanciers volontaires. Alors ici, ça concerne aussi une indexation de montant, mais c'est plutôt une publication de nouveaux grilles tarifaires. Ce sont les grilles tarifaires des transports en commun, tant au niveau de la SNCB que de la TEC, du STIP, de la STIB et en flanc de Lane. On voit qu'ils ont pratiqué une augmentation de 2,14% à la SNCB et de 2,60% à la TEC et auprès de Lane. Attention que cette intervention, enfin cette augmentation, pardon, dans les grilles tarifaires ne change rien à l'intervention et au système d'intervention de l'employeur dans les défraiements, déplacements, domicile de travail avec les transports en commun. C'est simplement que les montants ont été revus et qu'en cascade, ben forcément, les interventions de l'employeur vont être, eux, aussi impactées, puisque qui dit tarif plus important dit que quand on applique un pourcentage d'intervention basé sur une grille tarifaire qui augmente, eh bien, l'intervention augmente également. Mais donc le système ne change pas. En ce qui concerne le train, l'intervention est toujours légalement obligatoire sans distance minimum et il faut toujours vérifier ce qui est applicable en fonction du secteur concerné. Soit on se base sur la CCT 19 9 avec un tableau des trains et des montants forfaitaires qui sont indiqués, soit il y a un régime propre et là il faut un peu voir ce qui est prévu, soit c'est le régime du tiers payant. Et c'est un peu le même esprit en ce qui concerne les autres moyens de transport, bus, tram, métro. Là aussi, c'est une intervention obligatoire sans distance minimum. Et en fonction, ben, il faudra voir quel système se retrouve d'application. Voilà pour le chapitre consacré aux montants et à tout ce que vous deviez savoir en matière d'indexation et de révision des montants applicables dans le cadre des relations sociales et du travail. Je vais à présent passer au sujet dédié aux nouveautés. Alors, grande nouveauté et suite finalement de tout ce qui nous intéresse depuis à peu près maintenant un peu plus d'un an, c'est la loi portant sur les dispositions diverses. Alors, la loi portant sur les dispositions diverses, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un peu ce qu'on appelle la loi fourre-tout de fin d'année. Sauf que dans cette loi fourre-tout de fin d'année, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va retrouver pas mal de mesures qui viennent concrétiser l'accord de gouvernement et plus particulièrement l'accord budgétaire de fin d'année et la suite des mesures décidées dans le cadre de l'accord d'été, puisque vous le savez, suite à l'accord Arizona de début d'année 2025, une première série de mesures sont entrées en vigueur suite à l'accord de Pâques et à une loi qui a été adoptée et promulguée en juillet 2025, mais toute une série de mesures étaient encore non officiellement adoptées. Et donc, on a une nouvelle série de mesures qui sont intervenues au mois de décembre, en sachant que tout n'est pas encore réglé pour autant et que ici, je vous présente donc que ce qui a été adopté à la suite des discussions, mais qu'il y a encore des sujets pendants. Et c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'on dispose d'un blog Arizona qui est dédié donc à l'accord de gouvernement et qui vous permet d'avoir vraiment une vue de tout ce qui est en cours de négociation, ce qui a déjà été adopté, ce qui ne l'est pas encore. Et donc, c'est vraiment mis à jour au fur et à mesure par sujet. C'est assez bien fait et assez clair. Mais donc ici, je vais m'attarder sur la loi portant des dispositions diverses avec toutes les mesures intéressantes qui vous concernent. Cette loi, c'est donc bien une loi du 18 décembre, publiée in extremis le 30 décembre au Moniteur belge, avec donc diverses mesures sociales et fiscales en exécution de l'accord du gouvernement. Alors la première des mesures, justement, j'y venais tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'y a pas d'indexation des plafonds fiscaux et dont notamment le plafond fiscal relatif au déplacement domicile de travail réalisé avec un autre moyen de transport. Et donc, on reste avec une dispense de précompte et d'impôt des personnes physiques limitée à 41,70 € par mois
au niveau du précompte et à 500 € par an au niveau de l'IPP. Autre mesure, c'est celle de l'augmentation des ressources pour les enfants à charge. Donc, pour qu'un enfant puisse être considéré comme à charge au sens du fisc et donc que la personne puisse bénéficier pardon, des réductions de précompte, comme on l'a vu juste avant dans les montants indexés, eh bien, il faut que l'enfant réponde à un certain nombre de conditions qui le qualifient d'enfant à charge. Alors, la première, c'est il faut effectivement qu'il fasse partie du ménage. La deuxième, c'est qu'il ne peut pas être employé évidemment par ses parents. Une nouvelle condition est que les personnes qui perçoivent un revenu d'intégration ou équivalent ne sont plus considérées comme étant des enfants ou personnes à charge. Et enfin, il faut que ces enfants à charge n'aient pas des revenus propres qui soient trop importants et qui dépassent un certain plafond. Et donc, on voit que le nouveau plafond pour 2026, il est établi à 12 300 €, en sachant que dans ce montant maximum de revenus, certains revenus ne sont pas pris en compte et comptabilisés. C'est notamment le cas des pensions alimentaires pour un montant de 4 200 € pour l'année 2026. Également le cas pour les revenus de travail étudiants qui, eux, ne peuvent excéder 7 010 €. Au-delà de 7 010 €, eh bien, on les comptabilisera pour vérifier que le plafond des 12 300 n'est pas dépassé. Et enfin, on a également une nouveauté, c'est que les bourses de doctorat sont bien maintenant comptabilisées comme étant des ressources perçues par le travailleur. Autre sujet intéressant, il concerne les étudiants. Alors, vous savez qu'en Belgique, les étudiants peuvent travailler à partir de 16 ans et même 15 ans lorsqu'ils ont accompli, non pas réussi, mais accompli, donc c'est-à-dire suivi les 2 premières années d'humanité. Eh bien, dans le cadre de la loi sur les dispositions diverses, et plus particulièrement dans le cadre de l'accord de gouvernement, il est prévu de laisser accessible le travail aux étudiants de 15 ans de manière plus large, sans qu'il y ait cette obligation d'avoir suivi les 2 premières années du secondaire. Et donc, on n'a plus vraiment d'obligation scolaire à temps plein, qui est une condition pour employer les étudiants. Alors, ça signifie donc qu'à partir de 15 ans, on pourrait donc être engagé comme étudiant, quand bien même on n'aurait pas suivi les 2 premières années d'humanité. Mais attention, parce que cette nouvelle mesure, elle est possible, mais que pour autant que lorsqu'il s'agit d'étudiants de 15 ans qui n'ont pas réalisé les 2 premières années d'humanité, ils réalisent à ce moment-là des travaux dits légers et moyennant le respect de certaines conditions au niveau de conditions de travail, c'est-à-dire durée du travail. Alors, cette mesure, elle est super. Le seul problème, c'est qu'en réalité, elle est liée à l'adoption de 2 réglementations. L'une concerne les conditions de travail que l'on connaît déjà et qui sont reprises dans la loi sur les dispositions diverses. L'autre concerne la qualification du travail léger. Et c'est là que ça coince, puisqu'on attend toujours l'arrêté royal qui va venir qualifier ce qu'est un travail léger que pourra réaliser un étudiant de 15 ans qui n'a pas réalisé ses 2 premières années d'humanité. Donc, dans l'état actuel de la législation, il n'est malheureusement pas possible de déjà faire usage de cette nouvelle mesure puisqu'il nous manque une partie de la réglementation. Cela étant, je vais quand même déjà vous exposer les conditions de travail qui ont donc été adoptées et vous préciser que le non-respect des conditions de travail et du travail léger entraînerait pour l'employeur des sanctions pénales sociales de niveau 2. Et j'ai également repris ici l'article dédié à ce sujet qui sera donc encore mis à jour au moment où l'arrêté royal aura été publié concernant la qualification de ce qui est qualifié donc de travail léger. Alors au niveau des conditions de travail et d'emploi, eh bien, on voit qu'au niveau de la durée du travail, elle sera donc limitée pour ces étudiants de 15 ans qui réaliseront donc des prestations de travail sans avoir accompli les 2 premières années d'humanité, qui donc ne seront plus soumis à l'obligation de scolarité à temps plein. Et on voit qu'en période scolaire, ils ne pourront pas dépasser 8 heures par jour dans les périodes non scolaires, 2 heures par jour pendant les périodes scolaires et 12 heures par semaine au maximum. Et que pendant une période de minimum une semaine de vacances scolaires, ce sera un maximum de 8 heures par jour, de 40 heures par semaine, et qu'il conviendra d'additionner les différents emplois chez les différents employeurs pour vérifier que ces conditions de durée de travail seront bien respectées. Il y aura également donc une interdiction de réaliser des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail de dimanche et de jours fériés pour ces étudiants. Et les temps de pause et temps de repos seront plus stricts
puisqu'il faudra, au-delà de 4h30 de travail, attribuer une demi-heure de pause et au-delà de 6 heures de travail, 1 heure de pause, dont une demi-heure d'affilée. Au niveau du repos quotidien, on ne sera plus avec un minimum de 12 heures comme c'est normalement prévu actuellement, mais avec un minimum de 14 heures de repos consécutives entre deux prestations. Et il faudra également prévoir 62 heures de temps de repos hebdomadaire ininterrompu, c'est-à-dire donc un dimanche plus une autre journée qui suit avant ou après le dimanche pour l'étudiant. Autre mesure de la loi sur les dispositions diverses, puisqu'on en parlait tout à l'heure, il concerne les véhicules. Il concerne ici les véhicules hybrides rechargeables et on voit que suite à l'adoption de la norme Euro 6 bis, eh bien, comme cette nouvelle norme pour calculer les émissions CO2 est plus sévère que l'ancienne, on va revoir à la hausse le taux d'émission qui constitue donc le point pivot pour définir si oui ou non on est face à des faux véhicules hybrides. À présent, on est avec un pivot à 50 grammes du kilomètre, donc au-delà de 50 grammes du kilomètre d'émissions CO2, la voiture a été requalifiée de faux véhicule hybride. Dorénavant, ce sera 75 grammes. Pourquoi? Eh bien, justement, je dis parce que oui, on cherche à rendre plus vert le parc automobile en Belgique, mais il est aussi vrai que vu que les normes se durcissent au niveau des émissions CO2, si on continuait de garder la norme de 50 grammes par kilomètre, eh bien, bon nombre de véhicules tombait dans la qualification de faux véhicule, raison pour laquelle le gouvernement a un peu revu sa cote. Et je rappelle également que lorsqu'on est face à un véhicule hybride qualifié de faux hybride, eh bien alors on doit utiliser pour le calcul de l'ATN, puisque souvenez-vous, la formule de calcul de l'ATN tient compte de l'émission CO2, on va devoir tenir compte de l'émission CO2 d'après la variante fossile du véhicule concerné. Donc, si je roule par exemple sans vouloir citer la marque, dans un véhicule VW Tiguan hybride requalifié de faux hybride, eh bien je vais malheureusement devoir prendre comme émission CO2 de référence l'émission CO2 de référence du véhicule Tiguan en diesel, par exemple. Toujours au niveau des véhicules hybrides rechargeables, il y a une déductibilité possible pour les entreprises au niveau de l'impôt des sociétés. Et on voit que cette déductibilité, elle va suivre une déductibilité progressive en ce qui concerne les véhicules achetés entre juillet 23 et décembre 25. Et donc pour l'année 2026, les véhicules achetés ne pourront être déduits plus qu'à 50% dans l'impôt des sociétés. Attention que tout ce qui est véhicule acheté hybride au-delà de décembre 25, donc à partir de janvier 2026, ne sera plus déductible du tout. Au niveau des sociétés unipersonnelles, personnes physiques, là aussi, il y a un système de dégressivité de la déductibilité fiscale du véhicule, d'après une formule qui est reprise juste ici, et dont vous voyez qu'il va y avoir une évolution en fonction de la date d'achat et de l'année des revenus concernés. Et enfin, en ce qui concerne les véhicules sans émissions CO2, on voit que pour l'année 2026, la déductibilité est toujours bien de 100%, mais qu'elle sera également dégressive à partir de 2027. Toujours dans les mesures dans la loi sur les dispositions diverses, il y a également la suppression de l'obligation de premier emploi. Donc, il n'y a plus cette obligation de premier emploi qui donc obligeait les employeurs à engager un certain nombre, un certain pourcentage, donc 3% de travailleurs de moins de 26 ans. Cette obligation tombe. Cela dit, la convention premier emploi reste quelque chose de possible. Ce qui disparaît également, c'est le passif social suite au statut unique. Donc, ce qui avait été prévu à la suite de l'adoption de la loi sur le statut unique, c'est que les employeurs puissent exonérer pour le passif social un certain nombre de revenus des travailleurs. On parlait de 3 semaines qui pouvaient être retirées du passif social. Eh bien, dorénavant, ce n'est plus possible pour les rémunérations après le 31 août 2025. Ce qui disparaît également, c'est la suppression du plan PC privé avec un effet rétroactif au 1er octobre. Et donc, il n'est plus possible de bénéficier de dispenses sociales et fiscales pour l'employeur lorsqu'il intervient dans l'achat de frais de PC privé pour le travailleur.
Ce qui disparaît également, c'est le bonus de pension. Donc le bonus de pension, c'était l'idée que on pouvait, à partir du 1er janvier 2025, lorsqu'on continuait à travailler après la première date possible de départ à la pension, cumuler une sorte de chèque pension, d'une indemnité, un bonus pendant une durée maximum de 3 ans pour tout ce qui avait été presté à partir de juillet 2024. Donc à partir du moment où vous prestiez depuis juillet 2024, eh bien, vous pouviez, lorsque vous atteignez l'âge de la pension à partir du 1er janvier, et ce pendant une durée maximum de 3 ans, cumuler une sorte de bonus que vous touchiez au moment où vous preniez réellement votre pension. C'était un peu pour vous féliciter de prendre plus tardivement votre pension. Eh bien, ce système, il disparaît, de sorte que toutes les pensions, les bonus pensions qui ont été cumulés jusqu'ici ont été soldés et payés, et que dorénavant, on va fonctionner avec un nouveau système de bonus. Ce sera un système de bonus-malus, toujours dans l'idée de féliciter ceux qui travaillent au-delà de l'âge de la pension et un peu pénaliser ceux qui prennent des pensions anticipées. Mais le système n'est pas encore définitif et adopté, et on nous parle en matière de pension de mesures qui devraient intervenir pour le courant du printemps 26, sauf que le printemps, il est dans exactement 15 jours, donc c'est une affaire à suivre, mais que vous pourrez donc retrouver aussi sur notre blog en ce qui concerne les nouvelles mesures et réformes de la pension. J'en viens alors au sujet qui concerne le renforcement de la politique de retour au travail et de la réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Ça ne vous aura pas échappé, mais c'est un des chevals de bataille du gouvernement. C'est vraiment de remettre au travail les travailleurs en incapacité de longue durée, puisqu'ils sont aujourd'hui presque 600 000, et que si on ne fait rien, ce nombre pourrait augmenter encore de 100 000 d'ici à 2030, d'après les dernières enquêtes. Et donc, le gouvernement s'est attaqué à ce sujet par le biais de diverses mesures, dont celle de la révision du trajet de réintégration une nouvelle fois, mais également d'autres mesures complémentaires qui permettent de favoriser le retour à l'emploi des travailleurs. Alors le contexte, c'est qu'il y a eu une loi qui a été adoptée à ce sujet, qui est distincte de la loi sur les dispositions diverses, qui est une loi du 19 décembre et qui porte vraiment bien exécution d'une politique renforcée de retour au travail. Et vous verrez qu'elle est corroborée à une autre réglementation qui, elle, vient modifier le code sur le bien-être au travail pour mettre en adéquation les mesures prévues par cette loi du 19 décembre et faire en sorte que le code soit adapté en fonction. Alors, quelles sont ces mesures? La première, elle concerne le remplacement de la cotisation de solidarité. Jusqu'à présent, il y avait une cotisation de solidarité qui était due pour les employeurs qui avaient un certain nombre de travailleurs en maladie. Ils étaient redevables d'une cotisation de solidarité. Cette cotisation, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'elle tombe. La moins bonne, c'est qu'elle est remplacée par une cotisation nettement plus contraignante, puisqu'il s'agira d'une cotisation due pour tous les employeurs du secteur privé et public, à l'exclusion des PME de moins de 50 travailleurs, qui, lorsqu'ils feront face à des travailleurs malades à partir du 1er janvier 2026, devront payer une cotisation qui sera calculée comment et qui représentera quoi comme montant? Eh bien, une cotisation qui constituera 30% de l'ensemble des allocations d'incapacité pour les 2e et 3e mois d'incapacité du travailleur. Pour m'expliquer plus simplement, ça signifie qu'au-delà du mois de salaire garanti, lorsque le travailleur percevra des allocations maladie pour les 2 et 3e mois d'incapacité, eh bien, sur le montant total de ces allocations perçues pour ces 2 mois, on calculera un montant de 30% qui sera donc dû par l'employeur. Autre nouvelle règle qui, en fait, revient à revenir à une règle qui était d'application jusqu'à 2022, c'est la question de la neutralisation du salaire garanti. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont en incapacité de travail, mais avec une reprise progressive de travail, lorsque ces personnes en reprise progressive de travail retombent en maladie de manière complète, eh bien, elles n'auront plus droit au salaire garanti et il n'y aura plus de possibilité de percevoir un salaire garanti, quand bien même cette maladie intervient plus de 20 semaines après le début de la reprise progressive, comme c'était le cas jusque fin d'année 2025.
Autre adaptation, et pas des moindres, elle concerne l'adaptation du délai de rechute, puisque ce délai de rechute passe dorénavant à 56 jours calendrier pour les maladies à partir du 1er janvier. Je rappelle que la règle de la rechute, c'est quoi? C'est lorsque vous vous retrouvez face à une maladie de même nature que la maladie précédente, eh bien, lorsque la maladie précédente a fait en sorte que le salaire garanti a été épuisé, si la nouvelle maladie intervient dans un délai donc de 56 jours et qu'elle porte sur la même maladie, il n'y a pas de recalcul d'un nouveau salaire garanti pour l'employeur. Ce qui change également, c'est la dispense de remise de certificat médical qui passe à 2 fois par an contre 3 fois par an auparavant, et ce à partir du 1er janvier, avec toujours une dérogation possible à l'application de cette règle en entreprise pour les PME de moins de 50 travailleurs, moyennant d'avoir prévu ça au règlement de travail. Donc, si en tant qu'employeur, vous disposez de moins de 50 travailleurs et que vous ne souhaitez pas que vos travailleurs puissent bénéficier de cette dispense de remise de certificat médical, eh bien, vous devez l'avoir prévu au règlement de travail, tout en rappelant également que le règlement de travail doit prévoir la remise du certificat médical, puisqu'en Belgique, la loi ne prévoit pas de disposition à ce sujet, et que donc l'obligation de remise de certificat médical, elle ne devient une réalité que pour autant qu'elle est prévue soit au règlement de travail, soit qu'elle soit demandée de manière expresse par l'employeur, via par exemple un courrier recommandé à la suite de l'incapacité de travail du travailleur. Et enfin, une politique active en matière d'absentéisme qui doit être mise en place dans le règlement de travail à partir de janvier. Ça nécessite de modifier le règlement de travail en indiquant quoi? En indiquant quelle est la procédure que l'employeur s'engage à mettre en place pour conserver un certain contact avec le travailleur, indiquer qui prendra contact, comment ce sera fait, avec quel intervalle et quels seront les moyens mis en place. Et à ce sujet, Acerta peut vous accompagner puisqu'on a prévu un accompagnement avec un système de do-it-yourself ou de sur-mesure que vous pouvez donc solliciter et consulter en suivant le lien qui est repris ici dans mon slide. Alors concernant la réintégration des travailleurs, plus particulièrement la question du trajet de réintégration, eh bien, il y a effectivement eu aussi des choses prévues dans cette loi, notamment celle qu'il y aurait dorénavant des sanctions pour les travailleurs qui ne collaborent pas suffisamment à la réintégration et au trajet de réintégration, particulièrement quand les travailleurs ne donnent pas suite aux sollicitations du médecin du travail qui les invite à être consultés pour voir si un poste de travail adapté est possible. Et donc, dorénavant, il pourrait y avoir des sanctions au niveau des diminutions des allocations mutuelles ou carrément de la suppression temporaire des allocations mutuelles pour les travailleurs qui ne collaborent pas. Alors, puisque j'ai eu une question d'un client pas plus tard qu'il y a 2 jours, je précise que ces sanctions qui pourraient être appliquées ne le sont que dans le cadre du trajet de réintégration et non pas dans le cadre d'une non-collaboration des travailleurs pour la procédure de force majeure médicale. Il est également prévu des sanctions de niveau 2 si l'employeur ne démarre pas le trajet de réintégration dans un délai de 6 mois qui suit le début de la maladie, s'il existe un potentiel de travail, et ce, à partir du 1er janvier 2026. Et enfin, il est également prévu que la force majeure médicale puisse dorénavant être sollicitée à partir de 6 mois d'incapacité de travail ininterrompue contre 9 auparavant, et ça s'applique dès le 1er janvier 2026. Alors, je vous le disais, la réintégration des travailleurs en incapacité, c'est non seulement cette loi du 19 décembre, mais également un arrêté royal du 17 décembre qui vient modifier donc le code de bien-être au travail pour mettre en adéquation les mesures que j'ai citées et en intégrer également d'autres nouvelles. Donc, que contient cet arrêté royal et en quoi est-ce que le code du bien-être au travail a été modifié? Eh bien, la première chose, c'est que le code a été revu au niveau d'un trajet de réintégration préventif. Ça peut paraître peut-être un peu futile, mais ce n'est finalement pas du tout idiot, puisque dorénavant, un travailleur peut demander à être mis préventivement en trajet de, enfin, à solliciter préventivement, une adaptation de son travail s'il a le sentiment qu'il va tomber en incapacité de travail. Je trouve que c'est une belle manière, évidemment, de pouvoir anticiper des incapacités telles que celles qu'on connaît le plus souvent dans les incapacités de longue durée, c'est-à-dire les burn-out et les épuisements professionnels,
puisque un travailleur qui sentirait qu'il est un peu sur la corde pourrait, de son initiative, prendre les devants et par exemple, proposer un aménagement, que ce soit de l'horaire ou des tâches ou autres. C'est pas toujours facile à matérialiser, mais si ça peut avoir pour conséquence qu'on ne voit pas disparaître les gens pour une durée indéterminée, c'est peut-être en effet une bonne idée. Une autre chose concerne le début du trajet de réintégration, puisqu'à présent, l'employeur peut, avec le consentement du travailleur, démarrer un trajet de réintégration dit informel. Et l'employeur peut également démarrer le trajet de réintégration à partir du début de l'incapacité de travail, donc dès le début, et non plus devoir attendre comme avant un délai de 3 mois, pour autant que le travailleur y consente s'il le fait dès le début. Si le travailleur n'y consent pas, il faudra donc attendre toujours 3 mois. Et autre chose aussi qui change, c'est l'évaluation du potentiel de travail après 8 semaines d'absence. Donc l'employeur, il doit maintenant faire procéder à un examen auprès du conseiller en prévention médecin du travail, du travailleur qui est en incapacité de au moins 8 semaines pour que ce médecin du travail estime si oui ou non il y a un potentiel de travail et de remise au travail du travailleur malade. Si c'est le cas, l'employeur peut alors lancer une demande de visite avant reprise auprès du médecin du travail, ou à défaut, il sera à tout le moins obligé, lorsqu'il a plus de 20 travailleurs, de démarrer un trajet de réintégration dans les 6 mois après le début de l'incapacité de travail. Et souvenez-vous qu'à défaut de le faire, des sanctions seront appliquées. On retrouve également dans le code bien-être au travail cette question de sanction du travailleur lorsqu'il ne se présente pas et ne collabore pas à être vu par le médecin du travail dans le cadre du trajet de réintégration. Et donc les sanctions seront bien donc des réductions ou des suspensions, suspension de l'allocation de maladie pendant une certaine durée. Et ça, ce sera donc à l'appréciation de la mutuelle. Et enfin, en cas de décision d'incapacité définitive sans reprise du travail, il est également prévu dans le code bien-être que les travailleurs seront à présent orientés vers les services régionaux compétents pour être accompagnés vers une reprise du travail. Ce qui doit également être prévu et que le code indique, c'est la procédure dont je vous ai parlé dans le règlement de travail, afin de maintenir et d'entretenir les contacts avec les travailleurs en incapacité de travail. Ça doit être réglé, c'est-à-dire qu'il faut donc, comme je l'ai dit, indiquer qui va entrer en contact avec le travailleur en incapacité, à quelle fréquence. Il faut vraiment un peu poser le cadre de ce maintien du lien avec les travailleurs en incapacité de travail. Et à ce sujet, donc, nous pouvons vous aider avec une annexe ou une adaptation du règlement de travail qui peut être établie, soit sous forme do it yourself, soit sous forme de plus quelque chose prévu sur mesure. Au niveau de la force majeure, comme je l'ai indiqué, le code a également été adapté pour prévoir qu'à présent, la force majeure médicale peut être sollicitée dès 6 mois ininterrompus d'incapacité de travail. Et enfin, la plateforme Trio, cette fameuse plateforme qui permet aux différents intervenants en matière d'incapacité de pouvoir collaborer entre eux, a également été intégrée au code bien-être au travail, l'idée étant donc que le médecin du travail puisse plus facilement collaborer avec le médecin traitant et le médecin conseil. Et si vous souhaitez en savoir plus, sachez que nous avons fait un webinaire à ce sujet et qu'il existe également donc une formation. Voilà pour les nouveautés. Je passe donc à présent au sujet plus update ou au deadline, c'est-à-dire des sujets qui étaient déjà existants mais qui connaissent des modifications. Le premier sujet concerne les chèques repas. Vous en avez très certainement entendu parler, mais donc les chèques repas ont connu une modification puisqu'il a été prévu par un arrêté royal du 10 novembre 2025 et par la loi portant des dispositions diverses de 2025 que je vous ai présentée, que tant au niveau ONSS et Fisc, les deux reconnaissaient qu'on pouvait à présent augmenter la contribution patronale maximum de l'employeur à 8,91 € à partir de janvier 2026, de sorte que la valeur faciale des chèques repas maximum pouvait désormais être établie à 10 €, puisque je rappelle que dans les chèques repas, il y a toujours une contribution employeur, dont le montant maximum donc est à présent de 8,91, et une contribution travailleur qui, elle, n'a pas changé et qui est de 1,09 €. Et donc le cumul de 8,91 et 1,09 porte bien la valeur faciale maximum des chèques repas à 10 € à partir de 2026, avec une précision importante que la loi sur la norme salariale a également été revue et adaptée
pour faire en sorte qu'on ne se mette pas en défaut de respecter cette norme salariale malgré qu'on augmente les chèques repas. Puisqu'en Belgique, on ne peut pas procéder à des augmentations de salaire et avantages de n'importe quelle manière, notamment pour des raisons de compétitivité. C'est à ça que sert la loi sur la norme salariale. Et donc, normalement, l'augmentation des chèques repas ne peut pas être établie comme ça, puisque ce serait considéré comme contraire. Eh bien, vu qu'ici il s'agit d'une mesure assez exceptionnelle, la loi a été pardon, modifiée sur ce point. Et dernière précision également, c'est que l'augmentation de la déductibilité fiscale a également été prévue. Donc l'employeur peut bien à présent déduire 4 € de sa contribution pour les chèques repas, moyennant qu'il accorde les maximums de 8,91 €. Si l'employeur accorde pour moins que 8,91 €, ce sera toujours bien une déductibilité limitée à 2 €. Autre chose qui évolue également, ce sont les heures supplémentaires volontaires. Alors, les heures supplémentaires volontaires, ce sont des heures qui sont reprises dans la loi sur le travail. Cette loi sur le travail, elle prévoit 120 heures supplémentaires volontaires qui peuvent être prestées sans engendrer de repos compensatoire, mais avec paiement d'un sursalaire. Et c'est rajouté à cette mesure, à la suite du coronavirus, les heures de relance, qui sont 120 heures de relance, qui, elles, ne font l'objet ni de sursalaire, ni de repos compensatoire, ni de précompte, ni d'ONSS. Ce sont des heures qui sont donc dites brutes égales nettes. Et le cumul de ces 2 heures, ce package, puisque ça fonctionne un peu ensemble, va être revu et pérennisé pour la suite à donc des mesures prévues par le gouvernement. Attention, tout ça est toujours soumis à l'avis du Conseil d'État. Mais donc normalement, à partir du 1er avril, on voit que pour le secteur HoReCa, l'ensemble des heures volontaires et des heures de relance sera de 450 heures. Et pour les autres secteurs, ce sera de 360 heures. Alors, on parlera plus globalement d'heures supplémentaires volontaires pour les deux, mais on verra qu'il y aura quand même toujours une distinction dans ce pot d'heures supplémentaires volontaires entre celles qui seront vraiment des heures brutes égales nettes et celles qui ne le seront pas. Alors, pour avoir un petit rappel des règles actuelles, actuellement, donc, on a un pot de 220 heures supplémentaires volontaires qui reprennent en réalité nos fameuses heures supplémentaires volontaires basées sur la loi du travail et nos 120 heures supplémentaires de relance. Pourquoi que 100 heures supplémentaires volontaires basées sur la loi du travail? Parce que quand ils ont introduit les heures supplémentaires de relance, ils sont venus limiter et diminuer de 20 heures les heures supplémentaires volontaires ordinaires pour porter le pot total donc à 220 heures. Et donc dans ces 220 heures, vous n'en avez que 120 qui sont des vraiment nets, brut égale net, pas de précompte, pas d'ONSS, pas de sursalaire, pas de repos compensatoire. Et vous en avez 100 qui sont avec précompte, avec ONSS, avec sursalaire, mais sans repos compensatoire. En sachant également qu'en ce qui concerne les heures supplémentaires volontaires ordinaires, celles-ci sont comptabilisées dans la limite interne. Qu'est-ce que la limite interne en Belgique? C'est une sorte de garde-fou qui prévoit que, au-delà d'un certain nombre d'heures supplémentaires prestées, à savoir 143, l'employeur est obligé d'accorder un repos compensatoire. Et donc, bien que les heures supplémentaires volontaires ordinaires n'ouvrent pas le droit à des repos compensatoires, lorsque l'on preste plus que 26 heures supplémentaires de ce type, eh bien, on va quand même les comptabiliser pour vérifier qu'on ne dépasse pas le plafond des 143 heures, au-delà duquel on a droit à un repos compensatoire. Qu'est-ce qui changera donc à partir du 1er avril 2026? Eh bien, c'est qu'on porte le pot à 360 heures pour tous les secteurs sauf celui de l'ORECA. Et donc, c'est 120 heures supplémentaires volontaires, on retombe bien aux chiffres repris dans la loi sur le travail, et 240 qui sont les heures vraiment nettes dites de relance. Elles s'appliqueront toujours bien aux travailleurs à temps plein, mais également à temps partiel, mais avec plus de contraintes en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel, puisqu'il faudra que ces travailleurs à temps partiel travaillent depuis au moins 3 ans chez l'employeur pour pouvoir bénéficier des heures supplémentaires volontaires, à la fois ordinaires et de relance. Et je précise qu'en matière de temps partiel, l'application des heures supplémentaires volontaires, évidemment, elle n'a lieu qu'à partir du moment
où le travailleur à temps partiel dépasse les limites journalières et hebdomadaires de l'équivalent temps plein dans l'entreprise. Et en ce qui concerne les heures supplémentaires volontaires, la nouveauté, c'est qu'il n'y aura toujours pas de repos compensatoire, mais il n'y aura pas non plus de calcul pour la limite interne qui donc comptabilise le nombre d'heures au-delà duquel il faut octroyer un repos compensatoire. Voilà, j'espère avoir été claire, mais c'est vrai que la question des heures supplémentaires est un peu technique et pas toujours facile à suivre. N'hésitez pas si des questions se posent par la suite. Autre sujet, il concerne la suppression du FLA, un peu tout ça pour ça. Mais donc, notre fameuse plateforme, le Federal Learning Account, qui avait pour but de centraliser les informations en matière de droits et obligations du travailleur à pouvoir bénéficier de formations, tombe en désuétude au profit d'un compte individuel de formation que pourra consulter le travailleur à partir de 2027 via la plateforme MyCareer. Et donc, on met finalement moins de responsabilisation sur l'employeur au niveau de l'alimentation de la base de données. Toutes ces infos seront retrouveront dans le compte individuel. Et durant l'année 2026, les données reprises dans le FLA resteront consultable et l'employeur devra donc trouver un autre moyen de garder à disposition le fait qu'effectivement il respecte bien tout ce qu'il faut en matière de formation, en sachant que la question par exemple du plan de formation, elle ne change pas, ni l'obligation plus générale d'accorder un certain nombre de jours de formation aux travailleurs. Autre sujet dont on a entendu pas mal parler, ça concerne l'indexation en centimes. Alors, l'indexation en centimes, ça vise quoi? Eh bien, c'est qu'à la suite de l'accord budgétaire de novembre, il a été prévu qu'on allait donc limiter de manière partielle l'indexation des salaires à 2 reprises de 2 fois 2% en 2026 et en 2028. En décembre 2025, le Conseil des ministres a décidé finalement de reporter cette indexation en centimes au 1er janvier et de concrétiser la date d'entrée en vigueur à une date ultérieure. Et cette date ultérieure, elle semblerait à présent être fixée au mois de juin. On avait parlé d'avril, mais ce serait juin. Ce qui signifie donc que tout ce qui est indexation qui surviendrait jusqu'au 30 mai pourrait donc bien être appliqué comme tel sans limitation, mais qu'à partir du 1er juin, on devrait appliquer cette fameuse limitation de l'index. Alors, comment se concrétise cette limitation de l'index? Eh bien, c'est une limitation, comme je l'ai dit, qui interviendrait 2 fois à raison de 2%. Et donc, les salaires seraient limités dans leur indexation à 2% pour les salaires qui excèdent 4 000 euros. Donc, jusque 4 000 euros, ce serait donc 2% et au-delà, on devrait donc limiter et ne pas pouvoir appliquer lorsque ça dépasse, lorsqu'on est à 2%. Vous verrez, je vais vous mettre un petit exemple parce que j'entends bien qu'expliquer comme ça n'a pas l'air hyper clair. Mais c'est aussi l'occasion de préciser que l'épargne au-delà de 4 000 euros fera l'objet d'une caution qu'il devra payer à raison de la moitié de ce que représente l'épargne qu'il réalisera. Alors, pour être un peu plus précise, donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que donc tout ce qui est salaire équivalent ou en deçà de 4 000 euros bruts n'auront pas de plafonnement au niveau de l'indexation, mais que pour ce qui est des salaires au-delà de 4 000 euros, on plafonne à hauteur de 2%. Et quand on parle de salaire, on parle bien du salaire hors supplément, avantage, prime de fin d'année et pécule. Et attention que cette limite de 4 000 euros, elle est proratisée pour les travailleurs à temps partiel. C'est une bonne nouvelle pour l'employeur, mais attention que donc l'économie, l'épargne qu'il réalise, engendrera néanmoins le calcul d'une cotisation qu'il devra payer et que je vais vous détailler juste après. Quand est-ce que ça va intervenir? À 2 moments. Semble-t-il à partir de juin et en janvier, et on verra que ça va avoir un impact en fonction des secteurs qui va varier selon quand est-ce que les salaires sont indexés, de quelle manière est-ce qu'ils sont indexés, de manière fixe ou de manière variable, avec un pourcentage fixe ou avec un pourcentage variable. Et à l'issue de la période, on retombera donc bien avec les dispositions initiales, moyennant que chaque secteur ait bien atteint ces 2 fois 2% de plafond sur les 2 périodes 2026 et 2028. Alors, au niveau du calcul, voilà comment est-ce que ça
fonctionne, c'est beaucoup plus parlant évidemment avec un exemple, et je vais revenir uniquement sur l'exemple du salaire qui excède 4 000 €. Mais donc quand on a un système d'index basé sur l'indice pivot qui dit qu'on indexe de 2% les salaires lorsque l'indice pivot est dépassé, eh bien, on voit que si on a un salaire à 6 000, les 4 000 € vont bien pouvoir faire l'objet d'un index à 2%, mais les 2 000 restants ne pourront pas. On n'aura donc que 6 080 €. Cela dit, l'économie réalisée sur les 2% non calculés sur des 2 000 € fera l'objet d'une cotisation due par l'employeur. Et donc, on calculera 2% de 2 000 € et sur ces 2% de 2 000 €, la moitié de cette somme sera payée comme cotisation. Si on travaille avec un système d'indexation annuelle qui, mettons, prévoit une indexation à 2,2%, eh bien, on voit que pour les 4 000 premiers euros, on applique 2%. Pour les 2 000 suivants, on ne peut pas appliquer d'indexation puisqu'on est limité. Et sur l'entièreté, on peut par contre appliquer l'excédent puisque le plafonnement n'est limité qu'aux 2 premiers pourcents. Et pareil, avec un exemple d'indexation périodique où on voit comment ce qu'on évolue au fur et à mesure des indexations. Autre sujet qui vous intéressera très certainement, c'est l'évolution des mesures pour l'emploi en Wallonie. Alors, on voit qu'il va y avoir la suppression de tous les systèmes de subsides et de primes prévues pour tout ce qui est mesures de promotion de l'emploi, avec à la place une prime à l'embauche unique, mais un système de mesures transitoires, avec néanmoins des conditions déjà plus strictes qui seraient d'application à partir de janvier 2026 et d'avril 2026, en sachant que pour le moment, les textes ne sont quand même toujours pas adoptés, donc il y aurait, semble-t-il, un effet rétroactif. Donc, on travaillerait à partir de 2027 avec une prime à l'embauche unique qui rassemblerait l'ensemble des systèmes existants. Et pour l'année 2026, on conserverait les régimes, mais on y mettrait des conditions plus strictes. Alors, au niveau du plan Sésame, qui vise donc à financer sous forme de subside l'engagement de personnel, eh bien, on voit que la durée de la mesure serait réduite à partir de 2026 à 1 an au lieu de 3, et on renforcerait les conditions puisqu'il faudrait désormais être inscrit depuis au moins 4 mois en tant que demandeur d'emploi contre 1 jour auparavant, et que l'âge pour lequel on peut obtenir ce type de demande serait relevé puisqu'il faudrait que le travailleur ait atteint l'âge de 57 ans contre 55 ans pour le moment. En ce qui concerne le plan impulsion pour les travailleurs de moins de 25 ans ou qui sont au chômage depuis plus de 12 mois, on voit que aussi à partir de janvier 2026, on serait face à des conditions plus strictes puisque, eh bien, on serait avec une limitation de la mesure à 2 ans. Et au niveau de l'allocation de travail qui peut être déduite, on voit que ce serait limité et que le délai d'intervention aussi pour le 12 mois et plus serait lui aussi limité à 1 an. En ce qui concerne le plan Impulsion 55 ans plus, lui aussi modifié à partir, mais lui, d'avril 2026 et avec des conditions un peu plus renforcées puisque là aussi, l'âge passerait à 57 ans et pas 55 et le salaire de référence serait réduit à 13 500 €. Et en ce qui concerne les APE, tout ce qui est les aides à la promotion de l'emploi, donc calculées sous forme de subsides pour tout ce qui est secteur à profit social, etc. On voit que là aussi, il y aurait des modifications dans les conditions à devoir appliquer pour l'année 2026 puisque on aurait l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi depuis au moins 4 mois contre 1 jour auparavant et une révision à 57 ans en ce qui concerne l'âge. Et je passe donc à présent aux mesures dites en négociation. La première concerne le budget mobilité à partir de 2026. Alors, qu'est-ce que le budget de mobilité? Le budget de mobilité, c'est donc l'idée de pouvoir dire qu'on ne souhaite pas en tant que travailleur, si on a droit à un véhicule de société, à bénéficier de ce véhicule, mais de pouvoir convertir cet avantage par l'octroi de la valeur de ce que représente le coût employeur de la mise à disposition d'un véhicule
pour allouer ce montant dans un budget mobilité qui peut se traduire dans 3 piliers. Soit de dire: moi je ne prends pas mon véhicule de société, mais j'en prends en fait un plus écologique, et à partir de 2026, ça voudrait dire uniquement des voitures complètement électriques. Soit je mets ce budget mobilité dans de la mobilité durable ou des frais de logement, soit je reçois le paiement du solde sous forme résiduelle, mais alors il est calculé une cotisation de 38,07 %. Aujourd'hui, le travailleur, il ne peut opter pour ce budget mobilité que pour autant que l'employeur le propose. L'idée du gouvernement serait donc de l'obliger et de dire que dès lors qu'il y a véhicule de société, l'employeur serait obligé de proposer le budget mobilité à ses travailleurs qui ont droit ou qui auraient droit à un véhicule de société. Ça va donc se passer en 2 phases, et la première phase qui a donc été annoncée en janvier 2026, c'est de dire que pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, cette obligation naîtrait à partir de janvier 2027. Pour ceux entre 15 et 50, ce serait obligatoire, mais ce serait qu'à partir de janvier 2028. Et pour les petites entreprises, il y aurait toujours une dispense de devoir proposer ce budget mobilité. Ça concernerait tous les employeurs qui mettent un ou plusieurs véhicules de société à disposition des travailleurs, et il y aurait toujours l'obligation que cette mise à disposition des véhicules ait eu lieu pendant une période totale interrompue ou non de plus de 36 mois avant que l'obligation de proposer un budget mobilité naisse. Il y aura toujours la possibilité aussi de pouvoir exclure certaines catégories de travailleurs, et donc tout dépendra un peu de ce qui est prévu en entreprise. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire si ça vous concerne pour anticiper ça? C'est déjà de pouvoir évaluer qui cela concerne, quels sont les coûts total cost ownership, donc le coût des véhicules en entreprise, pour voir ce que représente le budget mobilité de chacun des travailleurs, voir un peu aussi avec quel outil vous pouvez travailler. Chez certains, on travaille avec un outil qui s'appelle FlexPay. Mais donc voilà, un peu anticiper cette mesure qui potentiellement pourrait s'imposer à vous à partir de janvier 2027. Alors, au niveau de l'accord budgétaire, je ne vais pas vous refaire le tour de l'ensemble de l'accord budgétaire, puisqu'en plus, une grande partie des mesures de cet accord budgétaire a été formalisée dans la loi portant des dispositions diverses. J'ai simplement repris ce point pour vous rappeler que pour le revoir de manière plus globale, c'est-à-dire pas ne revoir et n'entendre reparler que des mesures qui ont été adoptées, mais l'ensemble de ce qui a été discuté, vous pouvez resuivre notre webinaire gratuit qui se trouve sur notre site Internet. Et dans les mesures en négociation qui pourraient également vous intéresser, il y a l'adaptation des réductions groupe C premier engagement. Alors, les réductions groupe C premier engagement seraient revues au niveau des montants d'intervention pour la réduction, mais également au niveau du régime transitoire et des travailleurs concernés. Pour le moment, on est avec une dispense de cotisation pour le premier travailleur, sans qu'il faille donc que ce soit un travailleur nommé. C'est bien un travailleur qui peut varier au fur et à mesure du temps. C'est juste l'idée du premier concerné. Et la dispense, elle est toujours illimitée dans le temps. Et puis pour les 2 et 3e travailleurs, c'est une réduction de cotisation qui est dégressive dans le temps et qui s'inscrit sur une période de maximum 13 trimestres à prendre dans les 20 trimestres. Ce qui va changer, c'est que le premier travailleur va toujours bénéficier d'une dispense illimitée dans le temps de paiement de cotisation, mais par contre, les 2 et 3e travailleurs se verront appliquer cette fois-ci une réduction uniforme et non dégressive sur une période de 13 trimestres à prendre en un délai de 20 trimestres. Et donc, ce serait donc uniformisé et non plus dégressif. Ce serait donc avec effet immédiat et probablement à partir du 1er avril. Mais bon, comme vous pouvez le constater, les mesures ne sont toujours pas en vigueur, sinon je vous les aurais annoncées comme étant adoptées. Or, le 1er avril arrive à grands pas, donc affaire à suivre. Et vous pouvez suivre cette actualité sur notre site pour être tenu au courant si d'aventure la mesure passe bien pour cette date, en précisant par contre que concernant les 2 et 3e travailleurs qui bénéficient déjà
des réductions au 1er avril, ils pourront conserver l'ancien système et ce ne seront donc que les nouveaux travailleurs concernés qui se verront appliquer cette nouvelle réduction forfaitaire uniforme sur les trimestres concernés. Et alors, on voit aussi la réintroduction d'une d'une réduction, pardon, de cotisation pour les 4 et 5e travailleurs qui est identique aux 2 et 3e travailleurs, avec ici une période aussi limitée dans le temps et un montant de 1 000 €. Et enfin, dernière rubrique, ça concerne les petits conseils et informations intéressants, l'occasion de vous rappeler certaines choses à ne pas oublier. La première, c'est le plan de formation. On a parlé des formations. N'oubliez pas, pour les employeurs qui ont plus de 20 travailleurs, de devoir remettre avant le 31 mars par numéro d'entreprise votre plan de formation qui est en fait un petit catalogue, hein, papier ou électronique, qui reprend toutes les formations que vous proposez en entreprise, que ce soit les formations formelles ou informelles, et indiquer qui est visé par ce type de formation. Ce plan de formation, je rappelle que si vous disposez d'un conseil d'entreprise ou une délégation syndicale, vous devez leur remettre la proposition de plan 15 jours avant la réunion du mois de février et eux doivent vous faire leurs commentaires pour le 15 mars afin que le plan puisse bien être adopté et remis le 31 mars et qu'il doit être transféré au SPF via l'adresse reprise ci-dessus. Autre plan auquel il faut penser, c'est le service de prévention interne. Vous avez l'obligation donc de devoir le faire, remettre le rapport du service interne pour la prévention et la protection au travail. Et si vous voulez plus d'infos et une note explicative, il y a un formulaire très bien fait et une note explicative sur le site du SPF. Nous avons repris ici donc le lien. Mais en clair, que contient ce rapport? Tout ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs au sein de l'entreprise, notamment tout ce qui est statistique sur les accidents, tout ce qui est mesures de prévention, les personnes responsables, etc. Attention que le rapport doit bien être signé par l'employeur et le responsable du service de prévention et que ce rapport doit être communiqué en entreprise avec le CPPT qui doit en obtenir une copie tant pour les membres effectifs et suppléants dans les 30 jours qui suivent son établissement et que ça doit être remis donc au moins 15 jours avant leur réunion du mois de février. Donc il fallait déjà l'avoir fait et ne pas l'oublier. Et enfin, le plan pour les 45 ans et plus, puisque pour les entreprises de plus de 20 travailleurs, le nombre de têtes de 20 travailleurs étant calculé tous les 4 ans et ce comptage ayant eu lieu en 2025, vous êtes tenu de remettre un plan pour les 45 ans et plus, soit sur une base annuelle, soit sur une base pluriannuelle, en sachant que si c'est basé sur l'année civile, eh bien, à ce moment-là, vous devez remettre ça pour le 31 mars et le transmettre à votre conseil d'entreprise, délégation syndicale, CPPT ou travailleurs eux-mêmes. Et que contient ce plan? Un aperçu de toutes les mesures spécifiques que vous vous engagez à mettre en place pour maintenir, conserver et favoriser l'emploi des 45 ans et plus dans votre entreprise, tant au niveau de la sélection et de l'engagement que du développement des compétences, etc., etc., etc. Voilà pour les actualités. L'occasion également de vous inviter à notre journée consacrée aux mutations RH et au cap sur demain, notre Acerta Connect Day qui aura lieu le 17 mars à partir de 8h30 à l'Aula Magna Louvain-la-Neuve. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via le QR code repris ici ou via notre site internet. Vous rappelez donc aussi le webinaire gratuit concernant l'accord budgétaire et les nouvelles réglementations qui ont été envisagées par le gouvernement pour lesquelles nous avons consacré un webinaire. Et également le webinaire qui concerne donc tout ce qui est les nouvelles règles sur l'absentéisme qui peut être intéressant et qui détaille encore plus exhaustivement que ce que je ne l'ai fait aujourd'hui, l'ensemble des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement. Voilà pour les actualités de ce début d'année. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un agréable temps de midi. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouviez donc les poser dans l'onglet questions et que celles qui auront été posées seront répondues par email directement aux participants. Et je vous donne rendez-vous au mois
mois d'octobre, au cours duquel nous organiserons une journée dédiée au secteur à profit social et au secteur public, journée au cours de laquelle nous aurons l'occasion de présenter de nouvelles actualités dédiées à vos secteurs et ce sera donc une journée en présentiel à laquelle je vous invite et pour lesquelles vous aurez des informations très prochainement sur notre site. Voilà, encore un tout grand merci, bonne journée ensoleillée, bon après-midi et bon appétit.